Comment vont faire les pauvres petits Hawks? Maman oiseau Macmillan vient de laisser les petits oisillons seuls dans le nid. En même temps, était-elle toujours capable de nourrir ses petits? Le départ de Macmillan pose de nombreuses questions, même s'il reste très jeune. Celle-là, c'est cadeau. Trey Young est-il un vrai leader? Peut-il mener sa troupe de faucons vers les sommets les plus hauts? En tout cas, on espère qu'Atlanta trouvera un fauconnier qui fera passer les Hawks de petits oiseaux mignons qui font des spectacles au Puy du Fou à véritables oiseaux de proie sans aucune pitié. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des Atlanta Hawks. Donc d'abord, avant qu'on commence, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Mettez-nous un petit like si vous regardez la vidéo sur YouTube, à repartager tout ça sur les réseaux sociaux. Ça nous aide vraiment beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, je retrouve mes deux compères, mes deux camarades, mes deux sidekicks, puisque maintenant j'ai décidé que j'avais plusieurs sidekicks. Benjamin n'était plus le seul. Du coup, vous l'avez compris, monsieur Benjamin Moubèche est avec nous, accompagné de monsieur Raphaël Delaveau, qui fait son grand retour. Comment ça va, les gars? Écoute, ça va bien et toi? Merci de rappeler encore une fois que Tu es mon sidekick. tu as un ego monstrueux et que tu as besoin de le rappeler à chaque podcast, mais Ouais, je le groupe vit bien, le tu groupe vit parleras de bien. moi à la troisième Le- personne. C'est ça, hein, le groupe vit bien. On est habitué aux grandes phrases du groupe. Et du coup, voilà, on s'habitue, mais très content de revenir à chaque fois. Et voilà, on va parler des Hawks. Ça va être très Ouais, intéressant parce que la saison est assez moyenne très quand même. moyenne, on va en reparler, on va en reparler. Le présentateur va vous en reparler. D'ailleurs, le présentateur va commencer avec l'ami Moubèche, tiens. L'ami Moubèche est appelé à la barre. Benjamin, les Hawks sont actuellement en 29-38e à l'Est. Nate McMillan vient d'être remercié. Donc là, on parle de plusieurs noms pour lui succéder. Il y a eu des petits bruits sur Ime Udoka. Et là, on parle beaucoup de Quinn Snyder notamment. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur quel personnage pourrait remplacer McMillan à la tête des Hawks? Mais écoute, beau présentateur, effectivement, tu l'as bien résumé. Ce qui se passe dans le processus de recrutement, c'est que Macmillan a été Mhm. limogé à seulement 23 matchs de la saison régulière. Donc là, De la les fin de la Hawks sont un saison. petit peu dans. Oui, c'est ça, pardon, de la fin de la saison régulière. Et effectivement, donc les Hawks sont un peu dans l'urgence de trouver un nouveau coach parce que tu peux pas rester juste sans coach jusqu'à la fin de la saison. Il faut vite que tu trouves quelqu'un qui va s'adapter à ton groupe, etc. Et donc là, la priorité, c'est Quinn Snyder. C'est clairement le coach qu'ils veulent. Euh, Ils ont déjà eu un entretien avec lui en Mhm. visio. Il n'est pas aux États-Unis actuellement, donc il va revenir pour voir les Hawks en personne. Et le processus donc avance extrêmement vite. Et c'est comme si c'était plus ou moins déjà acté dans la tête des Hawks. Si Quinn Snyder est prêt à accepter de devenir le nouveau coach des Hawks, ce sera sans doute ça. Et derrière, ils ont une petite liste de candidats, parmi lesquels il y a beaucoup d'assistants comme Charles Lee des Bucks, comme il y a pas mal de noms sur la liste qui sont des assistants, mais aussi comme Ime Udoka, qui est donc l'ancien coach des Celtics, qui a été suspendu au début de la saison pour une affaire extra-conjugale avec une employée des Celtics, qui était contraire à la politique de la franchise, mais qui en plus était accompagnée d'une affaire assez sombre de plus ou moins harcèlement. Donc, on va dire que le processus des Hawks actuellement, c'est vraiment Quinn Snyder, et derrière, c'est des Ouais. assistants et quelqu'un qui n'a probablement plus sa place en NBA. C'est le résumé. Bon, toi, Raphaël, j'imagine que t'as pas grand-chose à rajouter sur les noms que vient d'évoquer Benjamin. Mais qu'est-ce que tu penserais, toi, de Quinn Snyder à la tête des Hawks? On sait qu'il a longtemps été à la tête du Jazz, qu'il a fait des belles années du côté du Utah. Il était arrivé en fin de cycle et il avait préféré laisser sa place. Comment tu vois cette potentielle arrivée de Quinn Snyder, justement? Eh ben, d'un très bon œil, hein, pour le coup, parce qu'on sait tous qu'il a fait du très bon travail du côté de Utah. C'est pas allé exactement où il voulait en playoff, mais en saison régulière, ça a toujours été super solide. Ils ont souvent terminé premier de l'Ouest, hein, il y a pas très longtemps, il y a pas très longtemps de ça, justement. Et donc, je pense que c'est clairement un candidat très intéressant pour les Hawks parce que il a prouvé qu'avec un petit marché et une équipe qui, au début, était pas construite et qui visait rien la première année où il est arrivé, clairement, voilà, il a construit avec Rudy Gobert, il a construit avec Donovan Mitchell aussi. Et donc, il prouve qu'avec un axe 1-5, il peut justement sortir des choses très intéressantes. Les Hawks sont une équipe très complète, malgré leur saison plutôt Hmm. moyenne, hein, parce que 29-30 pour les Hawks, alors que cet été, ils viennent de rajouter un All-Star en Dejounte C'est Murray. très décevant. C'est quand même très 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 moyen pour une équipe qui visait plus haut, on le sait très bien. Et donc il va pouvoir peut-être donner une nouvelle dynamique. Macmillan avait fait une très bonne saison il y a 2 ans avec les Hawks quand il les avait emmenés en finale de conférence, mais on avait très vite vu que c'était limité en termes de coaching, en termes de système, en termes d'adaptation en playoff surtout. Quinn Snyder, bon, il l'a pas totalement prouvé en playoff, mais il a prouvé qu'il pouvait s'adapter aussi. Je pense que c'est un nom intéressant, c'est peut-être pas le coach idéal à 100%, mais au moins dans l'urgence, je pense que c'est le nom qu'il faudrait cocher et qui va très certainement prendre la place chez les Bah, Hawks. clairement, Et pour,
Pour glisser une anecdote rapidement, il est déjà passé par le banc d'Atlanta en 2013-2014 en tant qu'assistant. Donc il y a en plus ce petit côté Oui. un petit peu retour à la Puis c'est maison. clairement le nom le plus sexy, si je peux dire ça comme ça, qui est actuellement disponible. Donc c'est vrai que Quinn Snyder à la tête des Hawks, moi ça me choquerait pas. Benjamin, on va continuer un peu de parler de ce qui bouge du côté d'Atlanta, puisque ça a un petit peu bougé à la deadline. Est-ce que cette trade deadline que je vais te laisser résumer, il y a eu notamment l'arrivée de Saddiq Bey, c'est la plus grosse arrivée à la deadline. Est-ce que ça présage du positif pour potentiellement déjà assurer une place en playoff et plus, si on se projette un petit peu plus, passer un tour par exemple? Bah, concrètement, ce qui s'est passé à la deadline, effectivement, c'est vraiment l'arrivée de Saddiq Bey. Et sur les premiers matchs qu'il a joué avec les Hawks, c'est-à-dire 2 matchs, il a 20 minutes de moyenne. On a un échantillon encore trop Oui. faible pour qu'on puisse vraiment, comment dire, juger déjà ce que ça vaut. Mais sur le papier, c'est assez intéressant. C'est un joueur qui a un profil, assez complémentaire avec ce que les Hawks proposent. Et puis surtout, il remplit un poste sur lequel il y a quelqu'un qui devrait bouger assez rapidement. Cette personne, c'est John Collins. Et si on doit vraiment résumer la deadline des Hawks, c'est plutôt par l'absence de move autour de John Collins. Mhm. C'est un mec qui est constamment dans les rumeurs de transfert chaque année, chaque été, etc., depuis qu'il a signé son extension. Et ça, c'est quelque chose qui commence à peser sur les Hawks. Il y a clairement un problème à ce niveau-là. Et en fait, on a du coup un effectif dans lequel, certes, il y a eu un bel ajout à la deadline, mais surtout, on reste bloqué avec un joueur dont on ne veut pas vraiment à Mhm. long terme. Un joueur qui, bah, lui, se sent probablement très mal dans cet effectif, euh, dans lequel il n'est plus vraiment le bienvenu. Et puis autour de ça, il y a les moves de l'été qui continuent à peser. Donc, l'activité des Hawks, on va dire, c'est surtout ce qu'il y a eu cet été. C'est surtout cette non-action autour de John Collins. Et c'est quelque chose qui annonce, encore une fois, un été assez mouvementé du côté Bon, d'Atlanta. en tout cas, Atlanta a permis à Houston de se débarrasser de Fernando et de l'abominable Garrison Matthews, et pour ça, je leur serai reconnaissant éternellement. Mon bon Raph, est-ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter sur la deadline des Hawks? On sait que Saddiq Bey, c'est un mec qui fait le taf, ça remplit un peu l'aile. Et puis Ben l'a très bien dit, de toute façon, John Collins, il est clairement sur le départ, ils savent pas trop quoi en faire. Donc positif enfin, comment tu juges cette deadline? Je sais même pas si on peut dire que c'est positif au final. Non, peut-être pas positif, mais plutôt dans l'avenir, dans l'idée de Oui, l'avenir, il se c'est quand même projette déjà un pas peu. mal. Ouais, c'est ça, il se projette. Saddiq Bey, c'est un gars qui est solide, hein, depuis qu'il est arrivé en NBA, il a tout de suite pris une belle place chez les Pistons. Voilà, donc il y a pas encore l'échantillon, comme tu l'as dit, il y a eu que 2 matchs pour l'instant, mais il va faire sa place à Atlanta, ça j'en doute vraiment pas pour le coup. C'est un joueur moderne, un joueur très intéressant, et plus loin, le truc de John Collins, on sait que voilà, le mec est dans les rumeurs depuis qu'il a signé son extension, ce qui est quand même assez intéressant, quoi. Enfin, il a beaucoup d'équipes qui sont intéressées. On avait souvent vu des rumeurs de 5, 6, 7, 8 Mm. équipes qui étaient intéressées par John Collins. Ils auront pas de mal, je pense, à l'envoyer. Ils auront pas de mal à avoir un package intéressant, même si on sait qu'il y a eu des rumeurs comme quoi ils voulaient un package comme Kevin Durant, ce qui est quand même, enfin, on n'est pas sur le même type de joueur, je L'hôpital de la pense, hein. Si charité, là. je me trompe pas trop en disant que John Collins et Kevin Durant, c'est pas le même type de joueur. Mais voilà, enfin, il va bouger cet été, c'est quasiment sûr, c'est quasiment acté. Et là, pour la fin de saison, il faut que justement il y ait un élan qui se prenne chez les Hawks et qu'ils aient quelque chose vraiment de. Pourquoi pas passer un tour, je pense que ça sera assez compliqué, mais pourquoi pas montrer des belles choses pour que la saison prochaine, tu aies une belle dynamique de groupe Ouais, finalement. clairement. On va se pencher un petit peu sur le leader de cette équipe des Hawks. C'est sa franchise, c'est son équipe, c'est Monsieur Trae Young. Benjamin, Trae Young, on en parle pas mal cette saison, puisque bon, il réalise une très grosse saison statistique. Mais on a quand même l'impression qu'il est un peu en dessous. Déjà, dans ses pourcentages au tir, c'est pas les standards auxquels Trae Young nous a habitués. Et puis on a surtout l'impression qu'il y a un petit peu un problème dans le leadership avec Trae Young. Je sais pas ce que t'en penses, tu vas nous éclairer un peu là-dessus. Est-ce que Trae Young est vraiment capable d'incarner le rôle de leader et de porter une franchise sur ses épaules? C'est un leader technique, ça c'est sûr, mais leader de vestiaire, je sais pas. Donne-nous un peu ton avis. Du coup, pour aborder les 2 points, d'abord celui du terrain, c'est vrai que Trae Young, il y a une claire baisse de régime par rapport à l'année dernière. Il était à 39% 3 points, il repasse à 33. Mm. Le pourcentage global au tir donc a chuté de 54,2% en effective field goal percentage, qui, on le rappelle, c'est une stat qui englobe, tous les aspects du tir et qui valorise le 3 points en particulier. Donc il est passé de 54,2 à 48,7, ce qui est une chute assez C'est dramatique. énorme. Et de manière générale, en fait, il a clairement perdu en impact, en termes de scoring Mhm. essentiellement, parce qu'il n'arrive pas trop à fonctionner avec Dejounte Murray. Il y a ce problème avec Trae Young qui est qu'il ne veut pas jouer sans le ballon.
On le voit souvent statique alors qu'il devrait être en mouvement, s'inspirer de Stephen Curry qui, à un stade de sa carrière, est passé d'un joueur qui avait tout le temps le ballon en pick and roll à un joueur qui est en constant mouvement sans la balle pour trouver des opportunités de tir. Et Trae Young ne fait pas ça. Et ça pose problème dans son développement. Et ça révèle quelque chose. Ça nous amène donc à la question du vestiaire, qui est le problème du comportement de Trae Young. Le problème avec Trae Young, c'est qu'on a beaucoup de bruit, des rumeurs qui sont souvent relayées par plusieurs médias, donc qui sont plus ou moins confirmées en fait, de problèmes de comportement avec Trae Young. Par exemple, il y avait eu ce bras de fer avec Nate McMillan au début de la saison. Il avait refusé de jouer un match contre les Nuggets. Il y avait eu un clash entre les deux. C'est ce qui a probablement mené au fait que Nate McMillan soit évincé de la franchise. Il y avait une histoire encore où il avait demandé un avion personnel après le Game 2 face au Heat qu'il avait perdu l'année dernière, et il n'avait pas prévenu les Hawks de ça. Ça commençait à marquer un problème de confiance entre lui et le front office. Il y a plein d'histoires comme ça, j'aurais pas le temps de toutes les raconter dans mon temps de parole, que je dépasse déjà plus ou moins, mais clairement il y a un problème avec Trae Young dans le vestiaire, et il n'a pas l'air d'inspirer aux autres joueurs ce qu'inspire par exemple un Luka Doncic, Ouais. ou en tout cas un franchise player en puissance. La comparaison avec Luka, évidemment, elle revient toujours sur la table, mais donc on en arrive à un stade où en fait on a un franchise player qui certes est monstrueux techniquement, qui a un potentiel merveilleux, qui a montré de très bonnes choses, qui a déjà amené les Hawks en finale de conférence, mais ça bloque en termes de comportement, ça bloque dans le jeu. Donc il faudra se poser la question, est-ce que Trae Young est fait pour être le franchise player des Hawks s'il tient à continuer comme ça? Bah tiens Raphaël, tu vas répondre à cette question. Trae Young est-il fait pour être le franchise player des Hawks? Tu as 2 minutes 30, mais en plus sérieusement, qu'est-ce que tu penses un petit peu de toi de Trae Young et de son côté un petit peu starlet, un petit peu diva? Moi il me fait penser un peu à Melo. Je sais pas vous, c'est un peu, tu vois, sur le terrain, il y a rien à dire. Tu dis ça à cause de Kevin Oui, Serafin? on a vu la petite anecdote de Séraphin sur Carmelo On l'a Anthony vu. quand Séraphin est passé chez les amis de First Team. Mais oui, c'est vrai que Carmelo Anthony a toujours eu cette réputation d'être une énorme diva, de jouer la grosse star à New York et d'au final pourrir un vestiaire, même s'il était trop fort sur le terrain. Comment tu vois ça? Est-ce qu'au final, c'est vraiment ce dont les Hawks ont besoin d'avoir un joueur comme ça? Bah clairement, on le voit d'un très mauvais œil. Bah, on sait comment ça a fini. Les gars qui font les divas, ça se finit jamais bien sur le terrain. Finalement, ça a toujours un impact, ça se répercute toujours. Même si Trae Young est, on l'a dit, monstrueux, même s'il est moins efficace cette saison, c'est quand même un gars qui tourne quasiment en 30-10. Avec l'efficacité qu'il a, c'est quand même quelque chose d'intéressant sur le terrain. T'as toujours envie d'avoir un gars en 30-10, voilà. Mais clairement, humainement, c'est pas le mieux d'avoir un gars qui justement veut toutes les clés de la franchise. Comme tu as parlé de Stephen Curry, très intéressant. Il a su se réinventer. Ok, Trae Young, ça fait que 5 saisons qu'il est en NBA, il me semble. Mais il peut déjà continuer à se réinventer et à peut-être viser plus haut parce qu'il a fait une finale de conf il y a 2 ans. On va dire un peu grâce aux circonstances aussi. Mais clairement, si les Hawks veulent, bah, ce qu'ils veulent, c'est viser le titre hein, avec une équipe comme ça, avec 2 All-Stars sur le backcourt, avec des gars très intéressants autour d'eux. Ils auront besoin d'un Trae Young plus leader, même si c'est un gars qui fait moins de stats, s'il passe de 30-10 à 25-8, mais s'il est hyper adroit dans les pourcentages et qui permet aux gars à côté de se développer, bah c'est là où Trae Young deviendra encore plus fort. Et c'est là où justement il redeviendra un All-Star finalement. Il ira justement à un niveau justement stratosphérique comme il l'est. On le voit Trae Young. Trae Young, c'est un gars, dès que tu le vois sur le terrain, il est très 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 dur à arrêter. Il y a eu justement une règle qui a été faite là-dessus sur les lancers francs, c'est pas pour rien. Quand les gars changent les règles, c'est qu'ils sont trop durs à arrêter, qu'ils sont très très forts. Mais Trae Young a besoin de changer sa mentalité, changer peut-être un poil son style de jeu pour permettre aux Hawks d'être encore plus forts, j'ai envie de dire. Bon, clairement, les gars, on a déjà largement dépassé la durée enfin la durée optimale de ce podcast, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, c'est pas grave, Léo, que ça reste un sujet très intéressant. Voilà, petite dernière question pour toi, Ben. Sors-nous un peu ta boule de cristal. Là, comment tu vois la fin de saison des Hawks? Est-ce que tu les vois capables de réaliser un gros push et d'accrocher un spot solide en playoff? Ou plutôt de rester un peu aux alentours de cette 8e, 9e place, là, aussi entre playoff et play-in? Comment tu vois cette fin de saison des Hawks? Bah, j'ai envie de dire, les équipes qui sont devant, les 7 équipes qui sont devant eux, je pense, sont sur de meilleures Ouais. dynamiques, où il y a plus de continuité, il y a parfois plus de talent. Par exemple, le Heat, à mon avis, a, sous-performé sur la première partie de saison à cause des blessures et cetera. Les Knicks vont mieux performer, même les Nets qui sont en reconstruction. Donc il y a pas de raison qu'ils montent beaucoup, et les franchises qui sont un peu plus bas ont peut-être encore plus d'armes, en fait, pour, monter dans le play-in. Je pense, aux Raptors, je pense aux Bulls qui peuvent, on sait jamais, faire encore quelque chose. Donc là, les Hawks, ils sont en danger. Je pense que si Quinn Snyder arrive, ils arriveront à se maintenir autour de la 8e place, mais je pense que c'est à peu près tout. Ils vont battre de l'aile jusqu'à la fin de la saison, et je les vois pas aller beaucoup plus loin.
Et une fois les playoffs arrivés, quand tu ramènes un nouveau coach dans un effectif dans lequel tu n'as pas un vrai leader, dans lequel il n'y a pas d'alchimie et il y a des joueurs qui sont indésirés, normalement ça mène nulle part, donc j'attends rien des Hawks. Bon, toi, mon Raph, est-ce que ton jugement est aussi dur que celui de Ben, ou est-ce que tu vois au contraire les Hawks réaliser à se maintenir un petit peu? Oh, j'ai presque aussi dur, j'ai envie de dire. J'attends pas grand-chose des Hawks, c'est juste envie de voir si sur une série de playoffs, mais déjà de play-in finalement, s'ils arrivent à se qualifier, et si pourquoi pas ils peuvent faire chier un ou deux matchs, le premier ou le deuxième de la conférence. Mais je pense que ça ira clairement pas Ouais. plus loin. Comme tu l'as dit, les 7 équipes devant ont une meilleure dynamique. Même les Nets, qui du coup ont perdu leurs 2 meilleurs joueurs, ils ont quand même un effectif, ils réussiront à se maintenir au moins aussi haut que ce qu'ils sont maintenant, si ce n'est top 6. Donc clairement, il n'y a pas de, il y a pas de questions à se poser. Les Hawks vont terminer la saison. Ils sortiront soit au play-in, soit au premier tour. Et il faut se concentrer sur la saison prochaine avec l'objectif de transférer John Collins et construire un effectif stable autour de Trae Young qui doit se réinventer. Donc voilà, c'est clairement finir la saison et pourquoi pas faire une ou deux petites fulgurances, mais pas plus. Ouais, bon voilà, une ou deux petites fulgurantes, je pense que c'est le mot hein, qui ressort de ce podcast. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis, les gars. Merci pour vos petites analyses. C'était passionnant comme d'habitude. On verra comment ça se passe à Atlanta d'ici la fin de saison. Puis on verra s'ils arrivent à accrocher un petit spot en playoff ou en play-in. Du coup, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.